Lucy Woodall étudie les organismes vivants sur les monts sous-marins et les grands fonds de l'océan Indien à des profondeurs comprises entre 300 et 3000 mètres. J'ai été surprise au début parce que lors de cette expédition, mon but n'était pas de trouver des microplastiques. Pour tout vous dire, je ne les voyais même pas lorsque j'étais en mer. Mais quand je suis revenue au labo et que j'ai observé ces très petits vers que l'on appelle nématodes, alors j'ai trouvé ces sortes de fibres au sein des sédiments. Je ne savais pas ce que c'était car on n'en avait jamais trouvé dans les grands fonds. Et vous pouvez observer comment ces fibres sont enchevêtrées autour de ces polypes. Dans les collections du muséum, Lucy montre à Richard les espèces de grands fonds, des vers, des coraux, sur lesquels elle a aussi trouvé des microplastiques. Non seulement on ne les avait jamais remarqués dans les fonds marins, mais les concentrations de microplastiques dans ces échantillons sont 1000 fois supérieures à celles de la surface. Microplastiques se déplacent dans la colonne d'eau pour atteindre le fond et multiplient les risques de rencontre avec la faune marine. Si on raisonne en termes de risque pour la vie marine, il faut observer où le plastique est le plus présent. Car si on sait où ces plastiques s'accumulent le plus, alors on saura où le danger potentiel sera le plus élevé. Car les voilà les grandes questions cachées derrière cette quête des microplastiques. Comment interagissent-ils avec l'écosystème? Sont-ils complètement passifs ou modifient-ils les équilibres? Dans quelle mesure ont-ils pénétré les organismes marins et donc la chaîne alimentaire? Il ne se passe pas un mois sans qu'un article ne décrive une nouvelle espèce touchée. En 2015, les scientifiques ont recensé 560 espèces qui ont soit ingéré, soit été prises dans du plastique. Le chiffre a doublé en 20 ans. La grande majorité des organismes semble donc atteinte. Des proies aux prédateurs, des immenses baleines aux minuscules planctons, la base même de la chaîne alimentaire. Il y a certains endroits où il y a un plastique pour 2 planctons. Ça veut dire que c'est quand même pas mal. À d'autres endroits où il y en a moins. Mais imaginez-vous les petites baleines qui arrivent et qui trouvent que des plastiques à manger. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'au moment qu'il y a tant de plastique en mer, mais il n'y aura plus rien à manger pour les filtreurs, pour les poissons, pour les baleines. Le problème est, je définis ça pour mes étudiants de la façon suivante. Ce n'est pas la peine de jeter les sacs de plastique. Vous les assaisonnez bien, vous les mangez directement. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans votre assiette, sous une forme ou sous une autre. L'image a le mérite de synthétiser la situation et de saisir l'importance aujourd'hui de la pénétration du plastique dans la chaîne alimentaire. Le zooplancton, donc les brouteurs, montent la nuit pour se nourrir à la surface. Et c'est là où les rencontres se font. L'influence du zooplancton sur le plastique intervient. Et puisque le matin, tout ce beau monde descend, c'est une oscillation comme un poumon artificiel, un poumon en fer. Ça monte, ça descend avec le plastique qui était ingéré et qui est relâché ensuite en profondeur et peut-être séquestré, peut-être dissout ensuite. Mais c'est pourquoi peut-être il y a moins de plastique que prévu à la surface. Les microplastiques se sont donc immiscés dans la chaîne alimentaire. Ils se faufilent d'un organisme à un autre. Imaginez que c'est l'océan. On y trouve déjà beaucoup de produits chimiques issus des rejets urbains et agricoles, tous de différents types. Toutes ces couleurs représentent les différents types de produits chimiques. Ensuite, on ajoute notre morceau de plastique. Parfois, on se réfère au plastique comme un cocktail de contaminants. C'est parce que sa fabrication nécessite divers produits chimiques. Une fois dans l'eau, il agit alors comme un aimant pour tous les autres produits chimiques qui gravitent autour de lui. Vous voyez, là, il est dans l'eau et il ramasse et accumule tous ces produits chimiques à sa surface.
Et donc, lorsqu'on a fini avec ce plastique, il est comme un nouveau cocktail de produits chimiques. Et si un animal l'ingère, ces produits chimiques vont alors être transférés à cet animal. Chaque plastique est unique en raison des additifs qu'on lui ajoute pour lui donner sa caractéristique, que ce soit sa couleur, sa souplesse ou sa résistance au feu. Nos différents prélèvements effectués dans les océans nous ont permis de constater que le composant chimique le plus souvent retrouvé dans les animaux aquatiques est le retardateur de flamme. Et ce retardateur est un des composants du plastique. Donc, certains plastiques sont, par nature, plus dangereux lorsqu'ils pénètrent dans l'eau, et en particulier pour la faune marine. Voici le foie d'un poisson ayant ingurgité un morceau de plastique, associé à d'autres produits chimiques. Il y a là un cercle qui fait un quart de la taille de son foie qui confirme la présence d'une tumeur, une adémone hépatocellulaire. Or, on ne s'attend pas à observer une telle tumeur chez un poisson de 8 ou 9 mois parce qu'il n'est pas assez vieux pour développer naturellement ce type de maladie. Donc, nous pensons que cette tumeur pourrait être causée par l'association des plastiques et des produits chimiques. D'une manière générale, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur l'impact du plastique pour les organismes. Pour les uns, il est central, pour d'autres, il est marginal. Mais tous partagent une même conclusion, l'alerte devient sérieuse. J'essaie de comprendre s'il y a un lien entre les composants chimiques du plastique et les produits de la mer que nous mangeons. Récemment, j'ai mené une étude sur des poissons achetés dans des poissonneries de Californie et d'Indonésie. Nous avons constaté la présence de plastique dans 25% du poisson acheté et dans un tiers des huîtres. Des microplastiques dans l'estomac d'un quart des poissons achetés. Dans un tiers des huîtres. Ces données interrogent d'ores et déjà leur impact sur notre santé. Quels sont ces effets? Qu'en sait-on? Mais Colin Jansen n'a pas arrêté là ses recherches. Il s'est interrogé sur le devenir du plastique une fois qu'il a pénétré un organisme. Reste-t-il dans l'estomac un certain temps avant d'être rejeté à l'extérieur du corps, ou peut-il migrer vers d'autres organes? Son laboratoire est l'un des rares à avoir démontré que des microplastiques peuvent traverser les parois intestinales et migrer vers le système circulatoire, qu'il soit sanguin ou lymphatique. On peut clairement distinguer des microplastiques dans cette paroi intestinale. La question est de savoir s'ils peuvent aller dans les tissus. Et quand on regarde attentivement, on voit ici clairement des microplastiques. Ils ne sont donc plus uniquement présents dans la paroi intestinale, mais aussi dans les tissus. C'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre d'algues attachées à ces plastiques. Que 40% de ces échantillons de plastique sont colonisés par des algues ou des crustacés. Les microplastiques, un vecteur majeur de la dispersion des espèces, il y a des raisons de le penser. Depuis quelques années, les océanographes considèrent que les débris plastiques sont un nouveau mode de transport. L'arrivée de 120 espèces nouvelles sur la côte canadienne à partir d'un gros morceau de plastique issu du raz-de-marée japonais a achevé de les convaincre. À la différence d'un bateau, souvent vecteur de l'introduction d'espèces, les plastiques ne vont pas d'un point A vers un point B, mais au gré des flots. Leur capacité de dispersion est donc infinie. Leur faible vitesse de déplacement laisse du temps pour que la faune et la flore s'adaptent. Ils agissent comme des radeaux, convoyant des espèces potentiellement dangereuses. Et pour moi, c'est une bombe à retardement. On a vraiment besoin de connaître quelle est l'importance de cet impact sur la biodiversité et même sur le transfert des pathogènes.
Nous avons ici 1 litre d'eau de mer qui contient 1 milliard de bactéries et des milliers de micro-organismes. Certains de ces micro-organismes fonctionnent comme des plantes qui vivent dans l'océan et produisent jusqu'à la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et en ajoutant juste une petite particule de plastique, nous transformons la population des bactéries en quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Ces surfaces qui n'existent pas naturellement constituent donc un nouvel habitat que l'on essaie de mieux comprendre. J'ai quelques échantillons. Voici le bord du plastique. Il y a quelques animaux, des invertébrés. Juste ici, c'est un polype. C'est un animal colonisateur. Et tu peux voir la surface qui est rugueuse. Et si je commence à zoomer, tu peux voir, c'est juste truffé de diatomées. Toute la surface est couverte de ces petites algues. Tu vois la quantité de diatomées qu'il y a, mais il y a plein d'autres choses. C'en est couvert. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait un cilié, mais ça n'en est pas un. C'est quelque chose d'autre. Je sais pas. Oh mon Dieu! Si, c'en est un. C'est un cilié, non? Oui. Ce qui est particulièrement intéressant avec celui-là, c'est qu'il soit couvert de petites bactéries. Tu vois, chacune d'entre elles est une bactérie. Celle-là est en train de se diviser, cette autre est en train de finir de se diviser, donc on sait qu'elles se multiplient. La toute première fois que l'on a observé un morceau de plastique, il était très petit, pas plus grand que la moitié de l'ongle de mon petit doigt. Et ce que l'on a vu nous a tout de suite fascinés. C'était, si vous voulez, comme un nouvel écosystème de vie microbienne. On a notamment trouvé des prédateurs, des organismes qui peuvent parasiter d'autres organismes et même des symbioses. Donc, tout ça nous disait que l'on avait là un écosystème autosuffisant qui flottait dans les gyres océaniques. Ils mettent ainsi au jour un monde en soi, un écosystème qui existe par lui-même, des communautés particulières, différentes de celles qui se développent sur des supports naturels comme le bois ou les algues. Et parmi les organismes identifiés sur les morceaux de plastique, l'un d'entre eux intrigue. Dans l'une des premières identifications de communautés microbiennes sur les microplastiques, on a observé qu'il y avait une très grande quantité de vibrions. Les vibrions sont intéressants parce que certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, provoquent des maladies chez les animaux et les humains. Les bactéries du genre vibrion constituent parfois 25% de la couverture microbienne d'un bout de plastique et certaines d'entre elles sont connues pour être porteuses du choléra. Cela justifie un minimum d'attention. Cheval de Troie pour bactéries pathogènes, radeau pour espèces invasives, les microplastiques pourraient être le vecteur de transformations importantes du milieu marin. Les études en sont à leurs prémices et les scientifiques alertent déjà sur la menace qu'ils font peser sur l'équilibre de cet environnement. Mais en observant ces communautés microbiennes, les 3 chercheurs américains ont aussi fait une autre découverte étonnante. Certaines de ces bactéries auraient la capacité d'accélérer le processus de dégradation du plastique. Une découverte surprenante est que beaucoup de microbes que nous trouvions dans la plastisphère avaient également été trouvés dans les marées noires, par exemple, ou dans des expériences sur les dégradations d'hydrocarbures.
Et on a trouvé qu'il y avait là quelque chose d'assez convaincant. Cette idée que les microbes qui sont associés à ces plastiques ont aussi peut-être la capacité de le dégrader. On regarde évidemment dans cette direction. Et il y a déjà quelques preuves par notre observation au microscope que certains de ces microbes sont réellement capables d'accélérer la fragmentation des plastiques qui se retrouvent dans les océans. C'est dans le microscope à balayage électronique que nous avons vu ces petites choses que nous appelons des formateurs de trous. Ce sont des cellules de 2 à 4 microns, rondes, sphériques, qui semblent s'être intégrées dans des trous à la surface du plastique. Ont-elles métabolisé ou juste décomposé le plastique pour s'agripper à lui? On ne sait pas. Mais c'est bien la preuve qu'elles ont un impact et qu'elles favorisent sa décomposition. Aujourd'hui, des preuves existent. Donc ici, on met des morceaux de plastique qui sont restés en mer pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, il y a eu des bactéries qui se sont développées à la surface du plastique et on va vérifier maintenant s'il y a des bactéries qui sont capables de dégrader le plastique. Alors la façon de le démontrer, en fait, c'est de mettre ce morceau de plastique avec les bactéries dans un milieu minimum où il n'y a plus que du plastique à manger. Voilà, ce qu'on voit avec ces courbes, c'est qu'on a une diminution de l'oxygène, c'est-à-dire que les bactéries sont effectivement en train de manger le plastique puisqu'elles sont en train de consommer de l'oxygène. Le plastique, en fait, c'est un polymère. Donc si je prends par exemple le polyéthylène, qui est le plastique le plus communément utilisé dans le commerce, c'est une chaîne de carbone et d'hydrogène. Donc sur cette chaîne de polymères, il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Et ça, c'est un problème pour les bactéries. C'est un problème pour les bactéries, car en l'état, les particules plastiques ne sont pas comestibles et bien trop grosses. Les bactéries commencent donc par envoyer des enzymes en dehors de leurs cellules pour les oxyder. Une fois qu'il y a de l'oxygène sur le polymère, la bactérie envoie d'autres enzymes extracellulaires pour couper les chaînes de carbone. Différentes espèces de bactéries sont impliquées dans ce processus de dégradation, jusqu'à ce qu'elles parviennent à le réduire en toutes petites molécules qu'elles peuvent enfin manger. Le processus de dégradation du plastique en mer est complexe. Des dizaines de milliers de bactéries entrent en jeu, se succèdent au cours du temps, sans que l'on sache encore qui fait quoi. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la façon dont on arrive à sélectionner parmi les espèces rares, justement, on arrive à les sélectionner, on tente actuellement de les isoler pour mieux les connaître. Donc ça, c'est quelque chose de positif parce qu'on arrive à mieux comprendre le fonctionnement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que ces bactéries, en fait, elles poussent très très lentement. Et l'utilisation, la dégradation du plastique, c'est un phénomène qui est très très lent. Donc ça, petit à petit, on arrive à comprendre aussi que dans la mer, la solution, ça ne va pas être les bactéries qui vont dégrader ces plastiques, parce qu'il y a une telle quantité de plastique qui arrive, le temps de dégradation est tellement lent que les bactéries en fait, n'arrivent pas à manger tout le plastique qui arrive en mer, ça c'est évident. Si les bactéries peuvent absorber le plastique, elles n'expliquent pourtant qu'une infime partie de cette disparition. Elles ne peuvent être la solution miracle à un mystère qui demeure. La nature a beau essayer de s'adapter, elle ne peut suivre notre consommation effrénée et surtout notre incapacité à gérer les déchets qui en découlent. Depuis quelques années, la communauté scientifique essaye de comprendre ce qui se passe une fois qu'il est en mer. Questionne son devenir, mais aussi ses effets. Identifie les microplastiques comme une source de préoccupation et se demande déjà si les nanoplastiques d'une taille inférieure ne seraient pas encore pires. Mais aujourd'hui, on en est encore à mesurer des temps et des taux de dégradation de ces plastiques dans les océans. On n'en est vraiment qu'au tout début. On se pose les questions les plus basiques. On essaie juste d'assembler toutes les informations que l'on peut trouver pour voir si l'on peut répondre à ces questions. Et pour la plupart, on ne peut pas. Mais d'un autre côté, on a aussi des réponses et une connaissance sur la façon dont nous devons agir pour empêcher le plastique d'entrer dans l'océan.
Pour empêcher qu'il y ait du plastique dans les océans, il faut arrêter d'en déverser. Il faut arrêter sa progression au niveau des côtes, des rivières, des décharges. En fait, ça dépend beaucoup de nous. La question n'est pas de ne plus utiliser le plastique, c'est de l'utiliser de façon beaucoup plus intelligente. Selon moi, il faut repenser la façon dont nous produisons, utilisons et nous nous séparons des plastiques. Il y a cette prise de conscience grandissante qu'il n'y a pas d'ailleurs sur la planète. Nous vivons en vase clos. Il est temps d'en prendre conscience avant que le message de cette œuvre d'art, croisée au hasard d'un aéroport, ne change de lui-même. Elle ne sera plus là pour apaiser le voyageur stressé, mais pour lui rappeler ce que sont devenus nos océans.